Notre métier revient à créer des automatisations. Et quand une automatisation commence à prendre de l'ampleur, nous avons besoin de l'industrialiser. Et créer de manière pérenne une application qui tourne devient en soi un enjeu sur lequel nous ajoutons beaucoup d'automatisation pour garantir une évolution positive dans le temps. Mais alors, à quel moment une usine logicielle est-elle nécessaire? Que faut-il mettre dedans et surtout, où faut-il pointer? Pour répondre à ces questions industrielles, je ne reçois pas Henry Ford, mais ils s'y connaissent en usine. Sylvain et Stéphane, bonjour. Bonjour. Cosa Vostra. Jarvis, drop my needle. Bonjour, je suis Bruno Soulez, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Sylvain et Stéphane, est-ce que vous pouvez vous présenter? Et on va commencer par Stéphane. Alors bonjour à tous, Stéphane Vanacker. Je suis actuellement CTO au sein de la société A6, qui est un éditeur de logiciels autour du SIRH et plus spécifiquement sur la gestion des temps des activités. Je suis depuis 2 ans et demi et auparavant j'ai été pendant 20 ans dans l'industrie logicielle et notamment chez les éditeurs par un parcours classique de développeur puis d'engineering manager et voilà pour finir à cette position-ci. J'ai eu le plaisir de rencontrer pendant mes expériences Sylvain, avec qui on a eu l'occasion du coup de faire un livre qu'on a sorti il y a maintenant 1 mois. Alors Sylvain, je vais te laisser te présenter aussi. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis, pour ma part, je suis manager, software manager chez EasyMile, qui est une startup toulousaine qui développe des logiciels d'autonomisation de véhicules. Donc auparavant, un petit peu comme Stéphane, j'ai travaillé chez plusieurs éditeurs de logiciels plutôt du monde du secteur de la gestion, des logiciels gestion, secteur B2B essentiellement. Sachant que j'avais commencé ma carrière en tant que développeur en informatique industrielle essentiellement, et que je suis resté en informatique industrielle pendant quasiment 10 ans. Donc j'ai à peu près la moitié de mon parcours en info indus et une autre moitié en informatique plus conventionnelle, informatique de gestion chez des éditeurs. Voilà, et maintenant je m'essaye au véhicule autonome. Et Ok. effectivement, avec Stéphane, on a travaillé ensemble, je sais même plus combien de temps, 2 ans. 1 an et demi, 2 ans. Un an et demi, ouais, c'est ça. Chez un même éditeur qui était CGD, Insurance Solution. Alors du coup, pour parler d'usine logicielle, moi j'aime beaucoup ce terme d'usine logicielle où je crois qu'on peut aussi parfois dire usine applicative, mais j'aime bien cette notion d'industrialisation de son application. Juste pour commencer du coup sur le sujet, comment est-ce qu'on pourrait définir l'usine logicielle et surtout est-ce que ça inclut la CI/CD? Est-ce que c'est à côté? Est-ce que c'est la même chose? Stéphane, est-ce que tu peux nous faire une première description? Eh ben effectivement, en fait, la plupart du temps, lorsqu'on démarre en fait on démarre souvent l'usine logicielle, ce qu'on pense connaître par l'usine logicielle, par la CI. Puis après, on étend en général sur la CD. Donc la CI, c'est grosso modo, je déploie, enfin je vais compiler mon logiciel et puis je vais lancer les tests, je vais faire des mesures de qualité. Et la CD, c'est je vais le déployer soit sur un environnement de stage, de test, et où je vais aller jusqu'à la production. Et en réalité, ce qu'on pense nous, c'est que l'usine logicielle, notamment dans des contextes B2B et puis chez des éditeurs de logiciels, va beaucoup plus loin que ça et vient prendre racine également sur le système d'information d'un éditeur ou d'un éditeur qui ferait du cloud et de l'hébergement en fait. Et c'est ça qu'on essaye d'expliquer, c'est finalement dans un contexte SaaS pour du B2B, quels sont les enjeux. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans une DSI, habituellement vous avez des logiciels à gérer
Vous êtes peut-être sur un logiciel, je sais pas, par exemple, le logiciel de comptabilité, et puis donc vous faites une CI/CD, mais vous n'avez qu'un seul client, admettons, je sais pas moi, par exemple Société Générale, alors que dans un contexte d'éditeur, vous allez avoir plein de tenants, ce qu'on appelle des tenants, on pourrait expliquer un petit peu le détail. Et si vous avez une application qui est faite en microservices, vous avez plein de tenants et plein de microservices. Et tout ça, ça ajoute de la complexité à cette usine logicielle, qui va falloir gérer en fait, qui est pas facile. Voilà. Alors du coup, Sylvain, est-ce que tu peux nous détailler cet aspect multitenant qu'a évoqué Stéphane? Oui, bah, d'une certaine façon, en réalité, lorsqu'on est éditeur et fournisseur, enfin maintenant on parle plutôt lorsqu'on est fournisseur de services pour N clients, et lorsqu'on parle de B2B, en fait, il faut considérer que l'éditeur finalement devient la DSI, en tout cas une partie de la DSI de ses clients. Ça, c'est quelque chose qui est assez vite prégnant quand vous êtes fournisseur du logiciel de paye ou du logiciel de compta pour le compte de N clients. Et puis parfois alors que ce soit des très gros clients, que ce soit plein de petites PME. En tout cas, clairement, vous prenez vite conscience quand vous êtes dans ces équipes-là que vous devenez une partie du SI de ces clients-là. La grosse différence, la grosse différence entre le modèle maintenant qui s'est installé chez quasiment tous les éditeurs, c'est-à-dire le modèle du SaaS, et par rapport au modèle d'avant, qui était le modèle on-premise, c'est que le business, il ne va plus se faire uniquement par la vente de licences. Il va même plus se faire du tout pour la vente de licences. Il va se faire sur sa capacité à réduire ses coûts, en tout cas pour l'éditeur, réduire ses coûts de fonctionnement et arriver à marger sur le service. Et ça, dans le business aujourd'hui, de manière assez classique, on sait que c'est par la réduction des coûts d'infra, entre autres, qu'on y parvient. Voilà, et ça représente environ, on sait que ça représente dans l'industrie environ 10% des coûts globaux. Donc là-dessus, il y a un travail important à mener là-dessus. Et le multitenant, en fait, quelque part est un enabler à toutes ces problématiques-là. D'abord, premièrement, quand on est fournisseur d'un logiciel, d'une solution pour N clients, on est dans l'inverse de ce que fait une DSI classique, qui elle va administrer 10, 20, 30, 100 applications pour un client, c'est-à-dire elle-même, quoi, en fait, ses propres utilisateurs. Finalement, l'éditeur SaaS, lui, c'est exactement le pattern inverse. Il va fournir un service pour potentiellement 1000 clients. Donc on voit bien qu'il y a des effets de manche et des effets d'échelle à trouver, à industrialiser tout ça. Ce qui n'a pas de sens quand on parle de B2C, parce qu'en B2C, pour le coup, on va être sur des millions potentiellement d'utilisateurs. Donc là, pour le coup, on va travailler la mise à l'échelle de manière complètement différente. En B2B, un fournisseur SaaS fournisseur de solutions SaaS qui se donne la possibilité de déployer une nouvelle version à ses N nouveaux clients et de sécuriser cette opération sur l'ensemble de ses tenants, peut commencer à dire qu'il est un véritable fournisseur SaaS. Donc le multitenant, en fait, pour nous, c'est l'aboutissement. C'est le minimum vital, en fait, qu'un fournisseur de solutions B2B doit pouvoir implémenter et sécuriser et maîtriser, évidemment, pour prétendre avoir industrialisé la fourniture de son service SaaS. Donc du coup, c'est le fait aussi de cantonner ce que tu as sur un client justement juste à ce périmètre-là, enfin juste à son périmètre à lui, et faire en sorte que les autres clients ne soient pas ni impactés, ni qu'il n'y ait pas de
débordement les uns avec les autres, quoi. C'est ça un peu l'idée. C'est ça, en fait, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en SaaS et notamment dans le B2B, on a embêté, enfin, on ne veut pas être dans un phénomène de voisin bruyant. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que le voisin, finalement, il impacte, alors tout le monde a payé la même chose, ou enfin, les gens payent en fonction d'un nombre de ressources, d'un certain nombre de choses, mais ils s'attendent à des SLA qui sont bien respectés. Et donc le fait de cloisonner est important, et cloisonner non seulement pour avoir de la performance, celle qui est attendue, mais également pour cloisonner ses données. Et on n'imagine pas que dans un logiciel RH, parce qu'il y a une erreur dans le logiciel, qu'à la place d'une photo, on ait la photo de quelqu'un, mettons, on a la photo de la société d'à côté qu'on ne sait même pas qui est cliente du logiciel en question. Et pour ça, en fait, il y a des patterns, bon, qu'on pourra pas détailler, mais notamment en général, on a tendance à séparer les bases de données, soit par schéma, soit par base de données. Un point qui est assez qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on oublie souvent et que les éditeurs oublient souvent, c'est ce qu'on appelle le churn, c'est-à-dire le fait que qu'un client c'est pas éternel, et que lorsqu'il va partir, on doit généralement dans les contrats lui restituer ses données. Donc si au moment où on restitue ses données, on doit arrêter la prod parce qu'il faut faire des tas d'opérations sur les de mise à jour des bases de données pour faire des deletes et qui font que l'infrastructure n'est pas opérationnelle, ça pose d'énormes problèmes. C'est pour ça que les patterns sont très différents d'un Facebook. On n'imagine pas Facebook avoir un schéma ou une base de données par utilisateur pour gérer un mur, alors que un logiciel de gestion, une base de données, c'est possible. Ouais, mais alors du coup, ce principe d'usine logicielle que vous évoquez, c'est pas quelque chose qui est cantonné à ce monde du SaaS multitenant. C'est-à-dire que si demain je fais une application, je sais pas, pour gérer une bibliothèque de... Enfin, non, parce que du coup, ça rendrait sur un système de multitenant, mais c'est applicable pour d'autres environnements techniques, pour d'autres types d'applications. J'ai pas besoin d'être sur un système SaaS multitenant pour avoir besoin d'une usine logicielle. Disons que on a besoin de l'usine logicielle de toute façon en permanence pour automatiser le maximum de choses. Ça, il y a pas de souci. Après, c'est sûr que c'est cette multiplication du nombre de tenants et potentiellement du nombre de microservices qui complexifie en fait beaucoup les choses en fait, et qui tire aussi souvent quelque chose qui est souhaitable, mais que beaucoup d'utilisateurs n'ont pas forcément, d'applications dans des DSI, c'est tout ce qui est haute disponibilité. Parce que si vous êtes dans une application, je ne sais pas, si vous êtes chez un client qui a X applications, la probabilité que son application de comptabilité et son application de RH et son application, je sais pas, de gestion des stocks tombent en même temps, elle est plus faible que un fournisseur de services qui aurait l'ensemble de son parc qui s'effondrerait. Donc l'usine logicielle va permettre aussi de gérer les connexions avec l'ensemble du système, type monitoring, observabilité, etc. Mais alors, ces connexions ASI dont tu parles, Ouais. il s'agit Ou la pas facturation. Il ne s'agit pas de se connecter au SI de l'ensemble de tes clients. C'est une intégration dans ton SI à toi d'éditeur. Oui, mais potentiellement avec des logiciels qui ne font pas forcément partie au départ de l'équation. Je pense à un exemple qui est assez classique. Imaginons que l'application soit indisponible, et bien pendant un certain temps et que ça dépasse les SLA qu'on s'était fixés, on peut vouloir avoir envie de faire une ristourne sur la prochaine facture pour un client. Et tout ça, c'est de l'automatisation en fait. Et comme ça concerne beaucoup de gens, beaucoup d'utilisateurs, le risque ce serait de faire à la main, je sais pas moi, une ristourne sur 300, 400 clients. À chaque fois qu'il y a 5 minutes d'indisponibilité, ça deviendrait assez compliqué, quoi. Ouais. Alors, pour essayer de bien comprendre l'importance de l'usine logicielle dans le contexte que vous évoquez, qui ajoute effectivement un volume de complexité quasi exponentiel. Est-ce que, Sylvain, tu pourrais commencer par nous dire un peu pour quelle raison une petite application qui n'est pas un truc SaaS, qui n'est pas un truc multitenant,
aurait besoin d'une usine logicielle? Et est-ce qu'il y a des raisons qui existent pour lesquelles on pourrait se passer d'une usine logicielle quand on est encore, on va dire, une petite application? Alors, ce qui va tout de suite alors, disons que c'est une affaire il y a des facteurs multiplicateurs. C'est-à-dire que si on commence à avoir une application qui tire vers du microservice, par exemple, qui commence à tirer plusieurs types de fonctionnement synchrone, asynchrone. On vend le polyglottisme de plus en plus, donc plusieurs types de langage, back-end. Donc on voit bien que là, on commence à avoir de premiers éléments de complexification qui vont générer des besoins de config, qui va elle-même se démultiplier par le nombre de clients, qui va elle-même se démultiplier par le type d'offre qu'on va peut-être vouloir mettre sur le marché, puis à un instant T, on va peut-être vouloir activer une nouvelle offre, peut-être même une offre qui va durer sur un temps limité. Voilà, le business peut avoir ces besoins-là. Et en fait, il faut en fait imaginer que chaque problème pris isolément paraît solvable simplement avec des petits scripts, des petits updates, des petites choses comme ça. Sauf que la démultiplication de ces problématiques-là fait que si vous n'avez pas une espèce de squelette, parce que l'usine, on parle d'usine, mais il faut aussi comprendre finalement ça veut dire quoi? Ça veut dire transporter en permanence dans tout son système des métadonnées et être capable et avoir des systèmes qui permettent de les comprendre, de les interpréter, ces métadonnées, et de déclencher les jobs nécessaires et suffisants à réaliser des opérations automatisées, répétables, éventuellement des fallbacks en cas de problème. C'est ça que c'est de ça dont on parle quand on parle d'une usine. Et donc finalement, quand on mesure quand on commence à toucher du doigt cette complexité-là, quand on est même une jeune société avec une petite application, quand on commence à se rendre compte qu'on prend un risque à devoir aller mettre une donnée manuellement dans un script, finalement, pour aller faire le déploiement de tel ou tel client, et bien là, il faut commencer à se poser la question de est-ce que je n'aurais pas besoin d'une usine logicielle? Après, on investira ce qui a du sens vis-à-vis du business en face duquel on est, quoi. C'est-à-dire, il faut faire attention à ce que on rajoute pas de la complexité à la complexité. C'est toujours le risque de ces approches-là. Mais voilà, dès qu'on commence à devoir gérer de la configuration manuelle sur des échelles d'architecture qui deviennent de plus en plus complexes, et ça va pas en diminuant. Et la fréquence aussi, la fréquence qui joue beaucoup sur le fait de maîtriser. En fait, si on déploie une fois tous les 6 mois ou une fois à chaque commit ou à chaque semaine, ça rajoute évidemment. Bien sûr, aujourd'hui le DevOps, beaucoup en parlent. Après, ceux qui déploient en production tous les jours des petits incréments restent rares, même s'il y en a de plus en plus, restent rares. Mais on est tous d'accord avec le fait que c'est la cible, mais rendre cette opération réellement sécure, réellement répétable, ça ne survit pas finalement au fait que cette opération elle est entre les mains d'un expert qu'on a quelque part dans l'open space qui maintient sa dizaine, sa quinzaine ou sa vingtaine de scripts manuellement. Voilà, ça c'est juste plus possible. Et nous, notre parti pris, c'est de dire il y a une couche, évidemment, il y a des frameworks, il y a des outils, il y a tout ce qu'il faut, mais il y a une couche qui doit appartenir et qui est la conception même du métier du fournisseur SaaS, qui est une couche de métadonnées, qui est la description de son métier, qui doit être complètement alignée bout en bout du business du business management jusqu'au développeur, et qui doit soutenir l'ensemble de ces opérations-là. Faire un déploiement, c'est pas un job d'ops, c'est une opération qui doit faire partie finalement pleinement d'un catalogue d'activités et maintenu par le fournisseur SaaS, et modéliser ces éléments-là avec les bonnes métadonnées, encore une fois, c'est ça qui pour nous est la concrétisation d'une usine logicielle, quoi. J'aime beaucoup cette phrase de le déploiement, c'est pas un job d'ops.
Je trouve que c'est assez juste comme point de vue. Alors, du coup, dans ce que tu évoques, il y a deux choses que j'ai envie de mettre en parallèle. Donc, il y a ce que vous évoquez, en fait, c'est le fait qu'on fait maintenant des déploiements en permanence, parfois plusieurs fois par jour dans des environnements qui sont de plus en plus complexes. On a parlé de microservices, on a parlé effectivement de multi-framework, multi-environnement, enfin vrai, de complexité qui doit être Multi-cloud même, pourquoi pas. multi-cloud parfois tant qu'à faire, qui du coup nécessite effectivement d'avoir un ensemble de scripts pour pouvoir faire ce déploiement proprement. Et dans cette idée d'usine logicielle, moi ce que j'imagine, c'est vraiment je suis peut-être trop imagé, mais moi j'imagine un bâtiment où je mets mon code à l'entrée du bâtiment, et puis il y avait un ensemble, toute une chaîne de montage qui va agglomérer un ensemble de trucs pour livrer en fait un package qui peut se mettre en prod. Mais de ce que je comprends en fait dans ce que tu évoques, en fait c'est plus que simplement de l'encapsulation du code. Il y a quand même aussi tout un travail de préparation, de mise en prod et de supervision après derrière. C'est pas du coup, est-ce que le terme d'usine est parfaitement adapté? J'aurais pas forcément de meilleure image en tête, mais du coup, Stéphane, je sais pas toi, comment est-ce que tu perçois cette Oui, c'est sûr que dans le côté usine, il y a la côté fabrication, comme tu disais, packaging, mais c'est vrai que là, on est plus proche d'un système d'information en fait pour d'un fournisseur en fait. C'est un peu la limite quoi. Donc mais donc du coup, effectivement, il y a cette idée que c'est pas uniquement le fait de préparer un package pour son déploiement, il y a aussi tout l'aspect après de c'est ça. supervision, toute la partie. Donc ça déborde sur les ops quand même après du coup comme principe. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que on, euh, si on prend le cas des ops, par exemple, ils vont avoir des tas d'opérations à faire, des backups, de l'observabilité, potentiellement de bouger des logiciels, enfin des instances d'application d'une infrastructure vers une autre, d'augmenter la taille, etc. Et ce qu'on essaie on essaie de réconcilier en fait le monde du dev qui connaît bien le logiciel, comment il fonctionne, avec les ops qui ont une connaissance assez fine de du comportement, mais qui n'arrivent pas toujours à expliquer en fait pourquoi. Ils savent qu'il faut mettre 2 fois plus de RAM, rajouter de l'espace disque ou agencer les logiciels d'une certaine façon, mais parfois ça n'est pas toujours très bien explicité. On ne sait pas toujours pourquoi. On ne sait pas la performance. Est-ce qu'elle est liée à, je sais pas moi, un volume qui est lié au poids des années qui s'accumulent dans un logiciel de gestion, ou si c'est lié à beaucoup d'utilisateurs qui arrivent, etc. Et en fait, on veut essayer de réconcilier via ces métadonnées pour que les choix qui sont faits par les ops soient liés à des éléments objectifs avec lequel ils puissent avoir une confrontation par rapport aux développeurs. Le modèle que Cloud Native que tout le monde a en tête, qui serait merveilleux, c'est voilà, on prend un logiciel et puis chaque fois qu'il y a des problèmes de performance, on va scaler horizontalement, verticalement. Ça c'est très bien, ça marche très bien sur les nouvelles applis. Les applications sont pas toujours aussi, elles ont parfois vécu. Sur des éditeurs de logiciels, on n'est pas sur une application qui a démarré en général à un instant T et puis qui se termine. On est sur des choses qui vieillissent, des choses nouvelles, etc. Et cette maîtrise du modèle en fait du logiciel, de la chaîne de développement jusqu'à la gestion opérationnelle est importante en fait. Et souvent, elle est traitée de manière technique, c'est-à-dire que je sais pas moi, la mémoire en Java, on sait qu'il va falloir mettre xmx égale 256M. Oui, mais ça apparaît dans un script très précis d'un ops. Mais si on en a besoin d'un autre script, il va falloir la dupliquer. Et à la fin, ça fait beaucoup. On revient à sans modélisation, finalement, on ne fait que dupliquer la configuration. Et plus on va vouloir être précis, plus on va rajouter de configuration et plus ça sera imprécis parce qu'il y aura des erreurs qui seront faites. Parce que le jour où, admettons, on a un client qui passe de, je sais pas moi, 2000 utilisateurs à 20 000 utilisateurs, on va oublier de rajouter de la RAM ou sur tel microservice ou de augmenter l'espace disque ou peu importe. Et tout ça, en fait, c'est un facteur qui va déstabiliser en fait le logiciel. Et donc cette usine, elle est là pour
voilà, mettre en cohérence tout ça en fait. Dans l'idée que je m'en fais, mais le terme usine, je suis d'accord, il pose problème. Ouais. Et alors, du coup, on a parlé de cet aspect de préparation de ton code pour la mise en prod et pour que les choses soient après, enfin, run de manière propre. Mais il y a aussi l'avant, c'est-à-dire il n'y a pas uniquement cette partie préparation à la prod. Je pense à toute la partie test, notamment, qu'on fait pas normalement, pas uniquement juste avant de faire un déploiement. En général, on run les tests de manière un peu plus fréquente. Dans quelle mesure est-ce que cette partie test, elle est aussi incluse dans l'usine logicielle? Vas-y, si tu veux. Oui, évidemment, elle est une partie, elle est prépondérante, hein. Elle est surtout. Alors évidemment, bon, l'idée c'est d'arriver à automatiser, à mettre en place. Donc il y a plusieurs choses qu'on doit pouvoir tirer par l'usine logicielle. D'abord les phases feedback. Je pense que ça c'est vraiment essentiel. C'est-à-dire que ce côté usine aussi, le terme, là où le terme est souvent mal compris, c'est que parfois il est ressenti comme quelque chose qui est à l'insu du développeur, alors qu'en fait c'est exactement l'inverse de ce qu'on recherche en fait à mettre en évidence et qu'on décrit pas mal dans le bouquin. C'est on cherche vraiment au contraire à ce que grâce à l'usine le métier de développeur soit un métier qui reste fun, y compris bon, dans le secteur dans lequel nous on fait un zoom, hein, c'est-à-dire les logiciels de gestion visés B2B, qui sont souvent des logiciels à plusieurs millions de lignes de code. Stéphane l'a dit tout à l'heure, ce sont des logiciels qui ont parfois vécu, c'est-à-dire on a des morceaux du logiciel qui ont quelques années, qui tirent de la dette et des choses comme ça. Donc l'usine, elle a aussi vocation à permettre aux développeurs d'avoir une expérience de développement, d'avoir du fast feedback, donc d'avoir la capacité à lancer de manière simple, basique, et d'avoir un feedback rapide sur voilà, l'impact de tel ou tel développement qui viennent réaliser. Donc évidemment une chaîne TU, TI et une capacité à, là aussi, grâce aux bonnes métadatas, à pouvoir lancer les tests nécessaires et suffisants à avoir du fast feedback. Donc ça, c'est vraiment cette première partie, je dirais, de la fusée qui est cruciale, et pour arriver à la mener dans une logique durable d'un point de vue ingénierie logicielle, elle est loin d'être triviale. Après, on va petit à petit rentrer dans les étages suivants, où on va commencer à vouloir tester de manière intégrée, et où là, pareil, évidemment, quand on a fait le choix d'aller dans des architectures microservices, comme c'est de plus en plus le cas, tester de manière intégrée une chaîne de microservices, ça demande un niveau d'automatisation et donc d'industrialisation très élevé. Et là aussi, il y a des choix que permettent de faire une usine enfin en tout cas une usine, ce qu'on appelle nous l'usine, c'est-à-dire ce fameux métamodèle dont on parle, qui peut permettre par exemple de dire, au lieu d'instancier tous les microservices de la plateforme, je vais n'instancier que ceux-là, parce que ceux-là sont consistants entre eux, ils sont nécessaires et suffisants à pouvoir faire ce premier test d'intégration. Et donc là aussi, permettre finalement un test d'intégration plus rapide. Ça peut être un objectif très fort dans une usine logicielle. Et puis évidemment, dernière étape, être capable de tester de manière complètement intégrée dans l'infra de prod, enfin, ou en tout cas sur une infra de stage. Et là aussi, être capable de tester en allouant une infrastructure from scratch, hein, tester vraiment la reconstruction de son système from scratch, ou tester depuis des données reconstruites par un système d'initialisation de données pour avoir des données ISO-prod. Là aussi, c'est des grands enjeux dans le B2B. Et souvent, comme c'est très complexe, finalement, sans usine, finalement, on tire jamais le sel du DevOps dans ces équipes-là, parce que finalement, on est obligé de compenser le fait qu'on n'ait pas ce niveau d'industrialisation-là. On est obligé de le compenser finalement par des process plus ou moins manuels. Et donc finalement, on a des développeurs qui souvent perdent complètement la substance, le sel de ce qu'ils ont envie de faire, quoi. C'est-à-dire faire du test first, faire des choses comme ça. Donc finalement, l'usine, elle doit être là pour ça aussi, quoi. Elle doit permettre d'apporter ce niveau de service
aux développeurs. Je rajouterais que tu as bien expliqué que un des principes très importants, c'est la notion de feedback. Donc, le fait d'avoir une usine logicielle qui soit parallélisable, c'est très important. Donc, du coup, l'idée d'avoir du cloud, de pouvoir instancier des centaines de machines. Je me souviens, c'était une conférence où Le Bon Coin disait que ils avaient 250 machines qui étaient instanciées dans le cloud en 10 minutes. Donc ça leur coûtait très cher, mais en même temps, c'était pendant 10 minutes. Et tout ça, c'est en fait un peu statistique, c'est-à-dire qu'on essaye de garantir le meilleur niveau de qualité, mais tout en garantissant que 90% ou 99% des erreurs de base, le développeur aura un feedback le plus rapide. Parce qu'il y a une difficulté, quand tous les développeurs, ça c'est pour mais souvent dans les grosses applications de gestion, il y a le fait que les premières 1000 lignes de code, ça se passe très bien. Et puis les 1000 lignes au-dessus de 100 000 lignes de code, eh bien, on a une CI, on a des tests qui sont compliqués, et tout de suite, en fait, ça nous coûte 10 fois plus cher, alors que ça devrait pas, en fait. Et c'est pas human readable, quoi. C'est ça la complexité pour les développeurs, quoi. C'est que c'est pas palpable par un développeur tout seul, quoi. S'il n'est pas aidé d'une usine, honnêtement, c'est pas atteignable, à moins d'être dans le même logiciel depuis 20 ans, quoi. Ce qui n'existera plus, à mon avis, dans le futur. En fait, c'est que de la même manière qu'on a tendance, quand on est dev, à essayer de créer un ensemble en fait, si on dev, au final, on va pas se mentir, mais si on dev, c'est qu'on cherche c'est ce que je disais en intro, on veut automatiser les trucs pour au final faire des choses à plus grande échelle que ce qu'on serait capable de faire à la main. C'est-à-dire que si je prends un exemple tout con, le principe de Facebook, on est tous capables d'écrire une lettre et de l'envoyer à tous nos amis pour leur faire part de ce qu'on fait aujourd'hui. Mais en termes de temps, c'est quand même casse-pied. Il y a un mec qui s'est dit, je vais créer un truc qui permet de le faire de manière industrielle. Et donc, en fait, ce que vous dites, c'est que aujourd'hui, on a des applications qui comprennent du coup effectivement des millions de lignes de code qui sont réparties sur des services qui sont hyper complexes et qu'en fait, comme on n'est plus capable humainement de comprendre cet environnement-là, on crée en fait à nouveau des applications en fait qui vont appréhender cette complexité à notre place pour pouvoir gérer en fait l'échelle de nos applications. Oui, et puis on est face à une injonction paradoxale en fait où on dit qu'en plus on veut livrer tous les jours maintenant, et on a raison. Parce que on a raison, puisqu'on a bien vécu avec Stéphane, avec notre expérience, la fameuse livraison de tous les 4 mois dans des logiciels qui font plusieurs millions de lignes de code et dans lesquels vous avez 100 développeurs qui dev, quoi. Évidemment, vous avez une grosse appréhension du jour où on va tamponner la version, où elle va partir, malgré tous les tests qui ont pu avoir lieu. Donc vous avez forcément envie de livrer petit très souvent. Mais par contre, vous vous dites, le fait de livrer tout le temps, il va falloir que j'ai une usine qui permette de rendre cette livraison viable, quoi. Sinon, c'est pas possible humainement, quoi. Ce qui va distinguer en fait peut-être que un des apports aussi de l'usine logicielle, c'est de la considérer comme un produit en fait. C'est souvent l'usine est constituée, comme tu disais Sylvain, de petits scripts qu'on ajoute au fil de l'eau, et ces scripts grossissent. Et on espère que l'usine logicielle sera plus petite que le logiciel concret, parce que sinon, économiquement, ce serait plutôt surprenant. Mais ça grossit très vite. Et en fait, on se rend compte que parfois, ça sclérose complètement l'équipe. Parce que la qualité qui a été mise dans l'usine logicielle n'est pas la même que celle dans le logiciel. Donc nous, on pousse beaucoup l'idée que l'usine logicielle doit elle-même utiliser vraiment les mêmes patterns, c'est-à-dire des tests d'intégration, donc potentiellement compiler un logiciel fictif pour être capable de dire oui, je sais compiler du Spring Boot en telle version avec tel framework, et ça marche. Et du coup, je peux mettre à disposition cette brique de CI qui est béton et qu'on ne va pas pousser, et le développeur va se retrouver avec une CI qui marche pas et dont il ne sait pas si c'est son logiciel, si c'est l'infrastructure, etc., etc. Et nous, on pousse même l'idée sur le fait que l'usine, elle va certainement grossir, et que la faire en microservices, c'est peut-être pas une mauvaise idée, parce que ça va permettre de séparer finalement les responsabilités, et en cas de défaillance,
ou même si on a envie de réécrire l'usine logicielle, parce que ça peut arriver. Sur quelques années, on est parti, je sais pas, admettons, on est parti sur GitLab et puis on veut évoluer vers autre chose. Eh bien, en fait, on va avoir cette flexibilité qu'apportent les microservices. Et donc, le fait, l'usine est un produit, est un concept qu'on pousse également beaucoup. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Sylvain, quand tu évoquais ce principe-là du déploiement tous les jours et que du coup, ça oblige, de par cette complexité, à avoir notamment une usine logicielle, pardon, ça me fait penser à un épisode que j'ai fait avec Olivier Bonnet, qui est aujourd'hui le CTO de Blablacar, mais qui avant ça a passé, je crois, pas loin de 10 ans chez Apple. Et c'est ce qu'il nous raconte sur l'épisode 110, en fait, c'est que Apple, en fait, lui bossait sur la synchronisation avec les données du cloud, en fait, pour les utilisateurs. Et donc, ce qu'il explique, c'est que chez Apple, en fait, des déploiements, enfin des mises en prod, t'en fais 10 par an maximum, en fait, parce que tu peux pas déployer un nouvel OS tous les jours, parce que les gens deviendraient fous, en fait. Et il nous raconte, en fait, comment est-ce que eux s'assurent que le code qui pousse en prod est effectivement au niveau des standards d'Apple. Donc, ils ont une usine logicielle qui, au final, est assez peu automatisée. Et c'était assez intéressant. Et ce qui, du coup, m'amène sur ma question d'après, c'était vous évoquiez l'importance du fast feedback quand on est dev, et que c'est aussi un des intérêts de l'usine logicielle. Mais il y a quand même aussi un intérêt, je trouve, au slow feedback. Je pense notamment à la code review, qui quand même apporte beaucoup à l'ensemble des devs. Est-ce que ce process-là, du coup, a sa place dans l'usine logicielle, parce qu'il y a quand même du coup un côté très humain et très slow, ou est-ce que parce que c'est quelque chose qui n'est pas automatisé ou automatisable, du coup, c'est un process à part? Stéphane? Tu veux y aller, Stéphane, ou... Ouais, moi je pense que ça s'intègre complètement dans le processus, parce que de toute façon, tout ce qu'on va pouvoir automatiser et aller vite, on va le faire. Maintenant, ces processus manuels, ils ont de la valeur. Nous, on est même pour qu'il y ait bien et du pair programming et de la revue en deux temps. Et aujourd'hui, même les meilleurs outils en termes de relecture de code ou de détection d'effects remplacent pas aujourd'hui le côté social aussi de la review de code, le côté mentoring. Vous apprenez pas à coder avec un sonar. Enfin, moi, j'en suis persuadé. Ça vient en complément, mais ça vient en complément avec des gens qui expliquent, qui donnent des exemples et qui justifient aussi par l'expérience le besoin d'avoir telle ou telle règle, en disant je sais pas moi, oui, quand je faisais ça, j'ai eu un problème en prod parce que justement j'avais mal appliqué cette règle là, alors que si un développeur junior, et il y en a de plus en plus, je rappelle que la moitié des développeurs dans le monde ont moins de 5 ans d'expérience, il faut qu'ils aient envie aussi d'appliquer ces méthodes, en fait. Et donc moi j'aime beaucoup la notion de slow feedback aussi là-dessus, quoi. On en parle beaucoup dans le bouquin. Humaniser l'usine, le logiciel, en fait. On en parle beaucoup dans le bouquin, mais c'est un aspect hyper, c'est un aspect crucial, l'aspect organisationnel et l'aspect. Finalement, ça fait pleinement partie de Shift Left, parce que de dire, la qualité, elle commence par là, quoi. Elle commence dès le début. Elle commence par le fait que les équipes travaillent, le pair programming, ça doit devenir le mode de travail par défaut. C'est-à-dire, il faut limite se trouver une excuse pour pas en faire, en fait. L'exception, ça doit être de pas en faire. Des live code review très régulières, c'est aussi des pratiques que nous on pratique dans les équipes que j'ai. Et puis voilà, on se rend compte que le code est devenu tellement complexe, en plus au sens où ce qu'on veut faire est devenu complexe, le code, et on va chercher à avoir un code à l'inverse qui soit le plus autoportant, le plus simple, le plus facile à faire maintenir. Je rappelle, là, on parle de logiciels sur lesquels on est amené à avoir potentiellement 100, 150 développeurs qui soient capables de maintenir le même code. Donc, si on n'a pas de sociabilisation du code en amont,
il n'y a pas d'automate qui pourra nous sauver le jour où on aura un bug en production et où il faut que n'importe quelle personne puisse intervenir, quoi. Et je dirais même que tu dis tout à fait justement qu'ils impliquent 150 développeurs. Il ne faut pas non plus négliger le fait qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de choses par construction via des dépendances, que ces dépendances ont eux-mêmes des dépendances. Et en réalité, quand on tire un logiciel même de 100 000 lignes de code, Oui. je serais pas étonné qu'en réalité, on tire 10 plusieurs millions. dizaines de millions de lignes de code. Oui. Et toute cette maîtrise, eh bien, si on veut le faire efficacement, il faut être très très vigilant, quoi. On a vu il y a aussi un aspect important qui est la question de la sécurité. Aujourd'hui, on voit de plus en plus d'attaques de supply chain, c'est-à-dire là, si on reprend l'usine, eh bien en fait, admettons, le parallèle que je fais, c'est l'usine, je sais pas moi, qui fabrique des yaourts, elle doit être protégée sur le fait qu'on ne vienne pas mettre du poison dans le yaourt. Eh bien, cet aspect-là de l'usine logicielle est important aussi parce qu'on a souvent tendance à, au début, faire une usine où on laisse tout le monde en admin et puis finalement, au fur et à mesure où ça grossit, ça peut être aussi un enjeu important de la verrouiller pour éviter de diffuser en fait du logiciel chez plein de gens en fait avec des malwares ou des choses comme ça, quoi. Ouais. Alors, je te préviens juste, Stéphane, mais je vais devoir créer un court extrait vidéo où tu nous dis que on n'apprend pas à coder avec un sonar. Extrait vidéo qu'on diffusera sur Instagram, sur TikTok et compagnie. Et je pense que beaucoup de devs le présenteront à leur lead en disant, tu vois, ton truc, ton sonar, j'en peux plus. On arrête, ça sert à rien parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de devs qui en ont qui en ont marre de sonar ou des outils comme ça qui ont parfois un côté très comment dire très fermé en fait, tu vois, un peu trop automatique à refuser des codes alors que parfois il y a aussi quelque chose de très humain et de très vivant dans le code en fait au final. Mais c'est pareil, c'est des outils qui peuvent être utiles pour se donner, les chiffres que ça donne ou les métriques que ça donne ont bien souvent assez peu de valeur en tant que tel, pris en tant que tel. Par contre, ça peut compléter, voilà, ça donne des tendances, par exemple. Moi, je préfère m'intéresser à la tendance que m'intéresser aux chiffres en tant que tel. C'est-à-dire l'un n'empêche pas l'autre, quoi. C'est souvent on a une vue un petit peu blanc ou noir sur ces outils-là. Il y a besoin d'analyse statique de code, évidemment, mais il y a surtout besoin de code social, de code produit à plusieurs. L'un de mes développeurs me disait il n'y a pas longtemps, il a découvert le pair programming, il n'en avait jamais fait. Il m'a dit, il n'était pas pour. Hein. Je peux vous dire qu'au départ, il est allé, c'était vraiment pas sa culture, quoi. Dans le domaine de l'informatique embarquée, c'est encore, c'est un domaine que je découvre, hein, donc. Il me dit, ce qui est génial, c'est que ça m'oblige à verbaliser ce que je dois faire. Et le simple fait de le verbaliser, de devoir le dire à mon camarade, en fait, eh ben, fait que finalement, je m'oblige moi-même le fait de devoir l'expliquer à quelqu'un, m'oblige à en acquérir finalement la connaissance, la compétence, l'expertise. Et il me dit, du coup, je m'auto-corrige en fait quasiment avant même d'avoir écrit la moindre ligne de code. Voilà, je trouve que c'est extrêmement bien résumé, quoi. Je pensais juste à un aspect également, c'est on parlait de sonar et comme parfois unique moyen par des leaders techniques ou même par le management considérer la qualité logicielle. En fait, quand moi j'explique au top management la qualité logicielle, j'explique qu'en fait c'est un peu comme quand quelqu'un est à la tête d'un patrimoine immobilier. Il a des maisons, des appartements qui sont dans des états plus ou moins différents. Son but c'est de rentabiliser son loyer en fait, pour gagner de l'argent. Et en fait, sonar, c'est peut-être un des moyens de dire il y a tel appartement, la peinture n'est pas fraîche, etc. Mais en fait, il y a besoin de compléter par plein d'analyses. Je sais pas, moi, je pense au bâtiment, ça peut être une analyse énergétique, ça peut être la structure qui est pas bonne, etc., etc. Et la comparaison avec l'architecture du bâtiment me semble intéressant. Et on n'imagine pas juste évaluer un bien juste par la peinture, quoi. Enfin, donc il faut essayer d'avoir
de comprendre l'évolution de son parc applicatif en fait, qui serait là dans en fait un parc d'immeubles. Si du coup on continue à tirer le trait sur cet aspect, on va dire non automatisable de la qualité du code, est-ce qu'on inclut aussi dans l'usine logicielle, je sais pas, toutes les best practices, toutes les nomenclatures qu'une équipe de dev peut définir entre elles lors de la création de l'architecture de son application, Sylvain? Alors oui, pour partie oui. Il y a quelque chose qui me paraît important, c'est la sémantique. L'usine, elle doit porter, elle doit permettre de porter une sémantique unique pour décrire une opération, une entité ou voilà. Je pense que ça c'est important parce que je disais tout à l'heure, quand je disais au tout début, le cauchemar auquel on peut être confronté hein, sur si par exemple le nom du client et l'environnement dans lequel il a un déploiement est pas décrit de la même façon entre je sais pas la base de données Mongo et la base de données Postgre, on imagine bien qu'un service microservice, enfin l'inconsistance dans laquelle on peut se retrouver à un instant T pour avoir oublié un point virgule ou pour avoir appelé prod à un endroit et production à un autre. Enfin, ça fait rigoler, mais je veux dire, c'est la vérité, c'est que c'est ça que c'est ça qui a toujours existé finalement dans les architectures qu'on avait déjà avant, hein, monolithiques, voilà, posées sur un serveur avec un backup. Ça existait déjà, mais je veux dire aujourd'hui, avec la complexité de ce qu'on doit tirer, l'erreur peut avoir lieu et c'est invisible pour personne, sauf le jour où on s'en rend compte. Où on se rend compte que la sortie des logs, ben mince, j'avais oublié voilà, j'avais pas mis la bonne sémantique, et donc je suis en erreur. Ça fait 3 mois que c'est en erreur et je me suis même pas rendu compte, quoi. Donc voilà, je pense que ça c'est le plus important, c'est que la sémantique soit unique et répétable. Quel que soit le nouveau service qu'on va tirer. Après, dire qu'on va mettre dans l'usine toutes les bonnes pratiques de code, non, pas forcément. Mais par contre, on va utiliser l'usine pour donner accès à des scaffolders, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Ce que c'est un scaffolder pour. Pardon? Non, décrire peut-être ce que c'est qu'un scaffolder pour les gens qui ne connaîtraient pas. Oui, des scaffolders. Donc, par exemple, donner un scaffolding, enfin permettre à un développeur de récupérer directement un scaffolding, je sais pas, Java ou Spring Boot pour attaquer un microservice et être tout de suite mis, enfin avoir une conf qui. Excusez-moi, vous m'entendez toujours? Oui, toujours. Ouais. Ah pardon. Oui, donc j'étais sur quoi? Oui, j'étais un peu perturbé, j'ai perdu un peu le son là pendant quelques secondes, je suis désolé. Sur le scaffolding, sur le fait de pouvoir en fait avoir un démarrage avec une configuration qui soit consistante et voilà. Dans n'importe quel langage, JavaScript ou Java ou C#, peu importe. Voilà, donc on va intégrer ces services finalement dans l'usine, la rendre accessible depuis l'usine, au même endroit finalement, ou en tout cas dans un environnement homogène, avec le fait, par exemple, de dire, bah, tiens, je peux aller déployer telle version de mon application sur un environnement de staging. En fait, finalement, c'est aussi une capacité à créer un écosystème cohérent, consistant, homogène, qui offre tous ces services. Donc c'est pas forcément, je veux dire, peut-être que j'entends dans ta question, Bruno, est-ce que c'est une façon d'être hyper coercitif vis-à-vis des développeurs sur leur façon de coder? Moi, je crois pas, parce que je crois qu'on est enfin, le côté coercitif, il faut plutôt l'avoir quand c'est nécessaire dans les revues de code ou les choses comme ça. Par contre, être hyper précis sur le fait que le terme production veuille dire production, par exemple, ça paraît idiot comme truc, mais c'est pas neutre, quoi. C'est pas neutre du tout. C'est quoi la pré-prod? C'est quoi la prod? C'est quoi le staging? Je te rassure, je suis à 8000% aligné avec ce que tu dis. Moi, je parle pas effectivement d'une politique coercitive. Pour moi, ces aspects de sémantique, de nomenclature et de best practice, c'est primordial parce que
même si parfois ça te casse les pieds de devoir écrire production plutôt que prod, au final, 3 mois plus tard, quand tu relis le code de ton camarade, bah, quand tu vois écrit production, tu sais ce qu'il y a dedans, tu sais ce que ça veut dire, tu sais où t'es, et tu fais gagner du temps à tout le monde, en fait. Et donc, même si tu as perdu une fraction de seconde à écrire ton uction, au lieu de pas l'écrire, ça te fait gagner 20 minutes, voire parfois ça peut te faire gagner 3 jours, hein, juste parce que tu comprends mieux une implémentation qui est faite par ton camarade à côté, ou tu comprends mieux une implémentation que tu as faite toi il y a 6 mois. Donc non, je suis entièrement aligné avec toi. Pour moi, c'est pas quelque chose de contraignant, bien au contraire. C'est ça. Là où ça peut peut-être permettre ça peut permettre de cartographier en fait, par exemple de dire voilà, il existe des tests end-to-end sur telle partie de l'application, ou il existe des tests de performance à tel ou tel niveau. Ça permet de mesurer éventuellement les risques, de les confronter par exemple à des taux d'erreur et de mieux comprendre en fait où on peut porter ses efforts pour améliorer la qualité du service. Donc mais en aucun cas on appuie sur un bouton et puis en fait sinon l'usine logicielle écrirait le logiciel. Oui, carrément. Voilà, on serait tranquille. Et nous on serait en vacances. Il y a un aspect aussi que vous avez survolé, alors c'était peut-être volontaire, je ne sais pas, mais du coup j'ai envie de le creuser quand même. C'est que cette usine logicielle, du coup, de ce que je comprends, et je pense que les gens partagent effectivement ma compréhension aussi, c'est que ça nous permet en fait d'avoir un code qui va être durable, d'avoir en fait un applicatif qui va mieux tenir dans le temps parce qu'on a réussi en fait à cadrer un ensemble de choses qui peuvent mal tourner. Peut-être que vous commencez à voir où est-ce que je veux en venir, mais vous avez évoqué tout à l'heure le mot de dette technique, qui est un peu un impondérable dans le logiciel. C'est-à-dire que tu peux faire du code de qualité autant que tu veux, tu arriveras forcément à un moment de la dette technique. Dans quelle mesure est-ce que cette usine logicielle peut prévenir la dette technique, enfin l'empêcher, ou au moins mesurer l'empilement de dette technique qu'on peut avoir? Stéphane? Il y a un premier truc qui est dans beaucoup enfin qui maintenant commence à être classique, notamment sur GitHub, c'est juste la question des dépendances et l'obsolescence en fait. C'est cette mesure qu'avant on faisait pas forcément de mettre à jour systématiquement. Et là en fait on peut essayer de mesurer cette obsolescence, voire même d'empêcher qu'elle arrive. C'est-à-dire que actuellement, nous, dans la definition of done, c'est-à-dire le fait de dire est-ce qu'une user story est finie ou une epic ou une feature est finie, on demande à ce que les développeurs mettent à jour les dépendances. Alors, les dépendances au moins mineures, après quand elles sont majeures, ça dépend des fois. Mais ça, c'est une aide précieuse en fait pour faire progresser par petits pas, parce qu'on aime bien finalement l'amélioration continue. On trouve que ça c'est moins compliqué que de reporter à allez, on va faire une mise à jour du framework majeur tous les 3 ans, ce qui est toujours compliqué à motiver auprès du management. Donc en fait, cette usine va nous permettre de faire cette petite politique de petits pas et donc de réduire de beaucoup, à mon avis, la dette technique, parce que ça permet aussi de s'apercevoir des petites erreurs et de corriger au fur et à mesure. Donc, en tout cas, de la maintenir au bon niveau, parce que la dette technique, enfin, on en a tout le temps. Déjà, premièrement, il est pas vrai. Il est impossible de ne pas en avoir, et c'est même souhaitable d'en avoir un petit peu. Sinon, on tourne avec les versions bêta de 70 frameworks inconsistants entre eux, et je pense qu'on a du mal à builder ça, enfin, à faire un logiciel qui marche. Donc c'est souhaitable d'en avoir, mais c'est souhaitable de savoir où aller, surtout, d'être capable d'avoir une cartographie. Voilà, c'est encore plus vrai avec les architectures d'aujourd'hui. Ça l'était déjà hier, mais ça l'est encore plus aujourd'hui. Ouais. Et les failles de sécu, voilà, qui sont devenues. Mais là, du coup, on reste sur la notion de dépendance quand tu parles des failles de sécurité. Ou tu parles aussi des failles que tu peux créer toi-même et induire toi-même. Un peu les deux. Un peu les deux. C'est-à-dire que si on n'a pas enfin, si on n'a pas un monitoring déjà précis, enfin, si on n'a pas une vision précise, ou en tout cas qu'on puisse reconstruire de ces dépendances, ben on peut surtout, je redis, avec des architectures microservices où on peut se permettre
de gérer tout un tas de services de manière complètement isolée les uns des autres, on peut laisser une faille finalement sans s'en être rendu compte. On peut avoir des microservices qui bougent plus pendant des mois, peut-être même plus. Là aussi, ça peut être un enjeu de l'usine. De les détecter, ouais. De les détecter, ces microservices qui, a priori, n'ont plus eu un commit depuis X temps, et peut-être ne serait-ce que d'alerter. Ça peut être une fonction de l'usine logicielle d'alerter. Voilà. Et donc on peut avoir de la faille subie, et on peut avoir de la faille qu'on a générée soi-même, qu'on a créée soi-même. Ouais. Du coup, alors dans tout ce qu'on a évoqué sur cette usine logicielle, on a parlé effectivement de la sécurité, on a parlé des techniques, on a parlé de la relecture de code, des sonars, du déploiement de ce genre de choses. Est-ce que l'usine logicielle, c'est au final comme tu parlais tout à l'heure, Stéphane, de la definition of done. Est-ce que c'est le même principe, c'est-à-dire qu'au final, tout le monde devrait en l'avoir clairement posé, mais personne n'a au final la même. Oui, alors c'est une réflexion qu'on s'est faite au moment où on a écrit le livre, c'est qu'on s'est dit, tiens, c'est bizarre, on parle de ça et finalement, pourquoi il n'y a pas de produit universel qui permette de faire ce que tout le monde a besoin. Et en fait, en creusant la question, il se trouve que on peut potentiellement en avoir une universelle. Il s'agirait, enfin pas une universelle, mais si on est une jeune société, on pourrait avoir l'usine logicielle concrètement, quasiment gratuitement, en copiant vraiment une usine existante. Il y en a qui sont en open source, je pense à celle de Spotify. Il y a un produit qui s'appelle Backstage.io. Mais ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'elles sont tellement intriquement liées à l'organisation qu'elles obligent à copier l'organisation. Et de ce fait-là, c'est quand même compliqué de se dire, tiens, mon organisation, même si j'ai 5 personnes, je vais jour zéro ou même au bout d'un mois, je vais caler mon organisation sur celle de Spotify, alors que les gens n'ont pas forcément l'expérience de ce genre d'entreprise. Et donc, ça veut dire que si on voulait en avoir une vraiment standard, il faudrait standardiser l'ensemble des combinatoires de logiciels, du système d'information d'un éditeur, et ce qui est quand même compliqué, parce que ça viendrait complètement uniformiser le développement. Alors on sait, rien que pour un exemple, les combinatoires, elles sont multiples. Hein. Vous prenez le logiciel de ticketing, Jira ou autre chose, le wiki, GitLab, Jenkins, Gitty, GitHub. Enfin, il y a tellement de combinatoires, on peut les faire à chaque fois, c'est quadratique. C'est même plutôt exponentiel. Et donc la difficulté, c'est ça. Donc nous, on est parti de l'idée que c'est quasiment obligatoire d'en faire une soi-même, mais il ne faut pas tomber dans le problème de vouloir réinventer tous les outils. Il s'agit juste de les faire communiquer comme on fait une intégration. Les gens qui sont dans les DSI, ils savent très bien faire. Ils font communiquer l'application de RH ou l'application de la comptabilité ou de la supply chain entre eux avec des fichiers, des automatisations, des API, enfin peu importe. Le but, c'est d'essayer de regarder comment tout ça s'assemble et de manière la plus fine possible et de venir mettre le juste logiciel nécessaire, comme tu dis Sylvain, suffisant pour que l'expérience développeur, je pense que c'est un terme qui est important, l'expérience développeur devienne fluide en fait. Parce qu'il faut bien garder en tête que au centre de tout, on doit faciliter l'expérience développeur. Ouais, clairement. Mais du coup, tu évoquais aussi Backstage de Spotify. Il y a aussi le fait que en fait, ton usine logicielle, elle doit avoir une complexité qui progresse avec la complexité de son application. Tu peux pas avoir. Exactement. C'est pas qu'une question d'organisation, c'est qu'aussi quand tu as une app qui fait 10 000 lignes de code et qui est sur 2 microservices et sur 3 technos, prendre l'usine logicielle de Spotify, ça n'a absolument aucun sens. Donc, c'est clair. Donc, si on fait grandir la complexité de ton usine logicielle en même temps que ton logiciel, du coup, c'est-à-dire que la question qui vient avec, c'est quelle proportion du temps de mon équipe je consacre à la complexification de mon usine. Parce que du coup, il faut que quelqu'un la crée, en fait, cette usine. Il faut la coder, il faut la mettre en place. Enfin, tu vois, c'est quoi, vous, vos best practices là-dessus? C'est-à-dire, c'est quelle proportion du temps que tu alloues à cette usine logicielle? Sylvain?
La version pour nos managers ou la version pour nos équipes? On est entre devs. On est entre devs. Bon, je pense d'abord il y a un ticket de départ. Après, il y a un ticket de maintien, et puis il y aura régulièrement des tickets à remettre pour voilà, passer certaines étapes. Enfin, comme tu disais tout à l'heure, suivre finalement l'évolution du produit dans l'entreprise. Voilà, les choses ne peuvent pas être figées, bien évidemment, en tout cas pas dans ce domaine-là. Euh, Nous, encore une fois, comme dit Stéphane, au début, il s'agit de créer. C'est plus un modèle de conception qu'il faut élaborer pour créer la glue entre différents outils du marché. Donc, on est plus sur du cerveau, je dirais, avoir des bons leads, trouver des bons relais dans les équipes, des bons leads, alors archi, lead tech, enfin peu importe comment on les appelle, mais des bons leaders qui vont bien serrer, bien identifier et bien serrer, trouver L'articulation. voilà, comment je vais articuler, même si je suis sur quelque chose d'assez petit. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que on n'est pas forcément sur des choses extrêmement complexes qui doivent mobiliser des milliers de jours de développement. Ça peut commencer par une simple convention de nommage sur les commits. Est-ce qu'on inclut le numéro du ticket dans le Voilà. commit, par exemple? Et derrière, si on le fait, eh bien, même sans mettre en place les automatisations, demain, on pourrait imaginer d'avoir des services supplémentaires du type, tiens, c'est intégré, à ce moment-là, je close l'issue. Enfin, il peut y avoir plein de choses différentes, mais ça peut commencer par des choses aussi bêtes que ça. Se poser la question à chaque fois qu'on fait quelque chose. Après, sur la question du volume de ce qu'on... tout le monde n'est pas dans les équipes de dev, tout le monde n'est pas sensibilisé à cette question-là. C'est un petit peu comme l'histoire des DevOps. On rêverait que tout le monde soit tous full stack DevOps, DevSecOps même. Ouais, voilà. Ça ferait rêver n'importe quel manager. La vérité, c'est que les gens sont pas, et que parfois pas en obligeant, mais en poussant les gens à faire de l'automatisation, quand ils n'en voient pas l'intérêt, c'est pire que mieux. Donc en fait, moi j'aime bien m'appuyer sur les leaders techniques pour qu'ils essayent de montrer le temps qui pourrait être gagné. Enfin, il y a beaucoup de travail de pédagogie en fait pour expliciter l'intérêt, quoi. Et après, c'est souvent quand même les leaders techniques qui vont un petit peu avoir le challenge. Voilà, ça les embête d'avoir perdu du temps. Alors le retour sur investissement, il n'est pas forcément toujours aussi clairement établi, mais à travers plein de petites améliorations, finalement, c'est la synergie qui va faire qu'à la fin, l'expérience sera fluide. Le temps individuel gagné, c'est pas forcément énorme, mais on sait aussi que le contexte switching d'un développeur, si on arrive à passer, s'il y a une expérience qui dure 5-10 minutes de feedback entre une compilation et puis un retour, c'est pas parce qu'on enlève 30 secondes que il va pas aller prendre un café et il va pas penser à autre chose, ou etc. Par contre, à un moment donné, quand on arrive à moins de 30 secondes, là, ça peut commencer à être intéressant. Donc c'est toujours très difficile à mesurer, et je dirais que en tant que manager, on a aussi on a aussi cette intuition, quoi, qui doit nous dicter en disant c'est la bonne voie, et comparé à est-ce que ça fait gagner 5, 10 minutes, 20 minutes par développeur par jour, c'est toujours difficilement quantifiable, quoi. Après, quand on veut aller sur un niveau donc ça c'est les premiers niveaux, j'allais dire, de bon sens, quoi, enfin les bonnes pratiques, le bon sens, Après, quand on veut aller vers des choses, comme disait Stéphane tout à l'heure, à avoir un pet store, se mettre en situation d'avoir une usine qu'on teste elle-même, tout un, j'allais dire, tout un tas de services de ce type-là, évidemment qu'il va falloir investir. Investir sur du front, on insiste beaucoup là-dessus aussi, beaucoup dans le bouquin. Sortir, enfin l'usine, ça doit être quelque chose de visible, quoi. C'est pas des lignes de commande uniquement, en tout cas, disponibles pour celui qui les connaît. C'est vraiment, il y a de l'UI, il y a de l'UX même, je dirais. Il y a surtout de l'UX d'ailleurs, je vais le dire comme ça. Et nous, dans nos expériences, on n'a pas hésité à investir là-dessus, quoi. On a mis des développeurs à créer le front avec le même niveau de qualité entre guillemets que celui qu'on met entre les mains de nos clients, parce que
Parce que c'est le patrimoine, de la boîte, quoi. C'est sa capacité à devenir une boîte qui va scale. Et donc là, on a eu évidemment des débats avec certains de nos responsables qui comprenaient pas forcément le prix à payer là-dessus. Mais voilà, pour nous, en termes à un moment donné, il faut savoir investir dans son outil de production et ça fait partie de l'outil de production. Et voilà. Ce qui est amusant d'ailleurs, c'est d'avoir parfois des développeurs qui pensaient avoir compris une notion. Et par le fait qu'on a agencé cette usine, que les boutons, les listes, l'enchaînement est clair, même avec de l'expérience, d'un seul coup, ils comprennent vraiment comment ça fonctionne de bout en bout, quoi. Et donc, ça fait moins boîte noire et quelque part, les gens se sentent plus responsables de ce patrimoine, quoi. Effectivement. J'aurais une dernière question pour vous, messieurs, qui est la question la plus importante et la question rituelle de ce podcast, à savoir est-ce que vous êtes plutôt espace ou tabulation? Et on va commencer par Stéphane. Est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation? Alors moi, je suis plutôt espace à 100%. Et Sylvain, plutôt espace ou tabulation? Définitivement tabulation pour dire l'inverse de Stéphane. C'est pour ça qu'on s'entend bien, on s'équilibre. Ça, je vois. Top. Merci beaucoup, messieurs, pour cet épisode. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Et merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Voilà, je pense que si vous en avez pas encore, je pense que je vous invite à potasser rapidement le livre de Stéphane et Sylvain. On vous met bien évidemment le lien en description pour que vous puissiez le trouver facilement. La CI/CD, l'usine logicielle, les nomenclatures, les règles, les best practices, les code review. C'est un ensemble de choses qui nous permettent de faire notre métier dans les meilleures conditions. Et comme le disait effectivement Sylvain, le but, c'est quand même de faire en sorte que ce métier reste fun. Et je pense que c'est aussi la beauté de notre métier, c'est qu'on fait quand même un métier qui est quand même plutôt cool, plutôt fun. Et effectivement, gardons-le comme ça en prenant toujours plaisir à le faire. Autant que moi, je prends du plaisir en tout cas à faire ce podcast avec vous et pour vous au quotidien. Donc vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes, vous connaissez maintenant le discours. Mettez 5 étoiles sur votre application de podcast préférée, pareil, comme d'habitude. Bref, merci beaucoup, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibear, BIBEAR. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.